Bonjour à tous, on se retrouve encore aujourd'hui pour notre troisième volet sur notre série sur la nation. Lors de notre dernière rencontre, nous avons exploré les significations des nations socioculturelles et des nations civiques en soulignant les réalités distinctes des Canadiens français et des Québécois. Aujourd'hui, notre discussion s'approfondit un peu sur le thème de la reconnaissance nationale. La nation socioculturelle, souvenez-vous, renvoie à une communauté d'individus liés par une culture, une histoire, une langue et bien souvent une foi partagée. Cette définition s'aligne bien avec l'expérience contemporaine de la nation canadienne-française qui s'est adaptée et a évolué au fil du temps pour acquérir ceux qui choisissaient volontairement d'en être membres. Par contraste, la nation civique représente un artefact politique, une création de l'État qui étend sa juridiction sur un territoire spécifique. C'est le cas du Québec contemporain où tous les citoyens, qu'ils soient Canadiens anglais, Canadiens français ou immigrants, sont tous considérés comme Québécois. À la Fédération des Canadiens français, nous dénonçons l'illusion que la nation peut être une simple construction politique et nous maintenons que la nation est un phénomène naturel, né organiquement, et que la communauté de conscience qui la constitue lui a donné sa forme au travers du temps par son histoire et par sa culture. C'est ainsi que nous abordons aujourd'hui notre thème central, la reconnaissance nationale, et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le Canada reconnaît ces nations dans leur complexité historique et sociologique? Pour être capable de répondre à ça, il faut observer comment l'histoire s'est déroulée. Donc, c'est en 1763, presque au lendemain de la conquête britannique, lors du traité de Paris, que la province de Québec fut établie. Le territoire était régi à ce moment-là par des lois britanniques qui suscitaient bien entendu des inquiétudes et des tensions parmi la population canadienne-française. Quelques années après, en 1774, l'Acte de Québec a introduit des changements majeurs en rétablissant l'utilisation du droit civil français et en permettant la pratique de la religion catholique. Ces modifications n'étaient pas, en fait, pour nous faire un cadeau, mais elles constituaient une manœuvre politique visant à gagner la loyauté des Canadiens français envers la couronne britannique. Il faut comprendre qu'à cette époque-là, Londres faisait face à une menace révolutionnaire croissante des 13 colonies au sud qui sont devenues les États-Unis. Londres craignait que ce sentiment de révolution, ce sentiment révolutionnaire ne se propage au Canada. Donc, c'est dans ce contexte-là que la concession faite aux French Papistes était considérée comme un prix trop cher payé en regard des enjeux géopolitiques. Puis, en 1791, l'acte constitutionnel divisa la province de Québec en deux colonies séparées, le Haut-Canada anglophone et le Bas-Canada francophone. Les caractéristiques socioculturelles et historiques entre Canadiens de souche et les nouveaux colons britanniques ne purent être fusionnés ensemble. Les Canadiens français et anglais, ayant des traditions, des langues, des religions distinctes, demeuraient regroupés civilement sur la base de leur communauté ethnique respective. Face à cette réalité, Londres n'eut pas autre choix que de prendre acte, après l'acte d'union de 1840, préconisé par Lord Durham. Le Haut-Canada et le Bas-Canada ont été fusionnés en une seule province, dotée d'un gouvernement et d'une législature commun. L'Union était une nouvelle constitution pour réduire l'influence des Canadiens français et de les assimiler. Grâce au patriotisme des nôtres comme par exemple Louis-Polyte Lafontaine, le projet de faire disparaître les Canadiens français a pu être écarté à ce moment-là, mais avec leur majorité démographique cette fois-ci perdue, qui rendait leur avenir incertain. En 1867, la Confédération a établi le fédéralisme canadien qui ne reconnut jamais pleinement la nation canadienne française. Et à juste titre, c'est ce fameux fédéralisme que de nombreux souverainistes méprisent aujourd'hui, peut-être parce qu'ils considèrent le fédéralisme seulement du point de vue de l'exemple canadien, qui ne reconnaît pas adéquatement les réalités nationales internes sur son territoire. Cependant, le système fédératif est adopté par près de 40 % de la population mondiale dans 25 pays,
La plupart de ces pays sont divisés en territoires fédérés représentant les nations ou les communautés culturelles qui les habitent. Après tout, l'objectif des fédérations, dont le mot provient de féodus, signifiant alliance ou traité, est de créer des alliances ou des traités avec les nations conquises pour établir la paix. C'est ce qu'a fait, par exemple, la République fédérative de Russie, dont les républiques correspondent aux nations ou aux groupes ethniques reconnus au sein de la Fédération de la Russie, comme la Tchétchénie, la Mordovie ou le Tartarstan, ou encore la Belgique avec 3 régions reflétant les divisions culturelles entre les Flamands, les Wallons et la communauté germanophone. Au Canada, la situation est différente parce que l'accent est mis sur l'égalité juridique entre les provinces et non sur les réalités nationales et culturelles qui existent à l'intérieur de ces provinces-là. C'est évident lorsqu'on examine le découpage arbitraire des territoires du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, qui sont tous délimités par de belles lignes droites quand on regarde sur la carte. Donc, ces provinces étaient à peine habitées par quelques milliers de Canadiens anglais lors de leur création. Pour faire la part des choses maintenant, le Canada possède quand même des spécificités régionales développées avec le temps, comme l'esprit pionnier des Albertains et de la même chose pour les habitants de la Saskatchewan. De nombreux habitants de ces régions sont des descendants de personnes venues s'y installer au début du 20e siècle, sans oublier l'influence naturelle des États des plaines au sud de la frontière. En d'autres termes, la possibilité d'un Canada décentralisé dans lequel chaque province ou région trouverait son équilibre existe encore aujourd'hui. Le problème réside vraiment dans la tendance impériale qui favorise le contrôle centralisé à Ottawa. L'erreur fondamentale du fédéralisme canadien, c'est son refus d'admettre que le peuple canadien n'est pas homogène en fait. Nous sommes composés de différentes nations, chacune ayant une histoire, des cultures complexes, nuancées, qui définissent les Canadiens français, les Acadiens et les autres peuples distincts qui habitent au sein du Canada. Il y a une distinction à faire entre la nation fondatrice qui a bâti, exploré, défriché et nommé le Canada et par ailleurs les cultures que nous accueillons via l'immigration. Le Canada contemporain d'aujourd'hui ne fait pas ces distinctions-là et c'est une absurdité qui mène à une charte qui magnifie les droits individuels et qui méprise tout ce qui pourrait avoir un sens national. Pierre Elliott Trudeau, dès 1971, l'affirmait « Il n'y a pas de culture nationale au Canada ». Pourtant, il persiste un déni du fait que les Canadiens issus de la Nouvelle-France sont les fondateurs du Canada, c'est même eux qui lui ont donné son nom, 150 ans avant que les Anglais n'accostent avec leurs canons. Cette fondation ne peut être formée qu'une seule fois avant d'être coulée dans le béton, et elle était bien solidifiée avant la conquête. Le fédéralisme à 10, tel que nous le vivons aujourd'hui, est une structure rigide qui ignore ses nuances et complexités. C'est évident qu'un tel modèle est intrinsèquement déficient lorsqu'il s'agit de représenter la dualité nationale des 2 peuples fondateurs composés d'une majorité anglophone et d'une minorité francophone. De ce fait, le fédéralisme canadien, ne reconnaissant pas l'inégalité numérique de ces 2 communautés culturelles, semble opter plutôt pour l'ignorance plutôt que pour l'adaptation. Les nations canadiennes qui sont minoritaires démographiquement devraient pouvoir assurer leur prospérité et leur pérennité. Il faut repenser le fédéralisme pour qu'il reflète la réalité socio-historique au Canada, un pays biculturel et bilingue, avec des nations distinctes et uniques, comme les Canadiens français et les Acadiens, qui méritent d'être reconnus et respectés dans leur spécificité. Je tiens à mentionner que nous ne tenons pas à défendre particulièrement le fédéralisme. Nous désirons plutôt trouver des solutions pour que la nation canadienne-française soit respectée. Nous sommes avant tout pour la reconnaissance et la dignité des peuples. Donc, une première étape que nous proposons, ça serait une volonté de vouloir se reconnaître nous-mêmes au sein d'un Québec où nous sommes majoritaires par un amendement à la loi 99 qui a été voté au début des années 2000. Un de nos grands penseurs politiques, Daniel Johnson, a livré une allocution en février 1968 proposant de revitaliser le fédéralisme canadien.
Johnson, alors premier ministre du Québec, a défendu avec ferveur une vision du fédéralisme qui reconnaissait et respectait les distinctions culturelles et nationales du pays. Dans cette allocution, Johnson a appelé à une redéfinition du fédéralisme canadien pour créer un fédéralisme mixte, à la fois territorial et binational. Son objectif était de préserver la culture et l'identité canadienne-française tout en maintenant la collaboration mutuelle bénéfique avec le reste du Canada. Cette formule de fédéralisme des nations, si elle avait été mise en œuvre, aurait remis à leur juste place les deux peuples fondateurs. Ceci aurait représenté un changement significatif dans la structure du pays que les Canadiens français et les Canadiens anglais auraient pu gouverner ensemble de façon équitable. Johnson croyait fermement que le Québec devait rester maître de son destin tout en jouant un rôle actif dans la Fédération canadienne. Malheureusement, la clarté doctrinale de Johnson s'est assez vite émoussée après sa mort précoce, au point où le directeur de l'Action nationale, François-Albert Ranger, conclua en 1980 que le sens de la lutte avait changé. Aujourd'hui, les conditions nécessaires pour toute évolution dans cette direction semblent inexistantes. De même pour les conditions pour une indépendance qui ne serait pas d'essence trudeauiste ou mondialiste sont également inexistantes. L'environnement politique, socio-économique, international, au moment actuel, ne le permet pas. L'indépendance, comme beaucoup d'autres idées politiques, n'est pas simplement une question de volonté, mais c'est aussi une question de contexte. Il est crucial de nous interroger sur l'avenir de notre nation à une époque où les plaques tectoniques du monde politique et culturel sont en plein mouvement. Donc, nous devons nous adapter à ces changements-là et être prêts à explorer toutes les options possibles pour garantir la survie et le développement de la nation canadienne-française. L'histoire de la réalité sociologique du Canada révèle un pays construit sur des fondations multinationales. Malheureusement, la reconnaissance de ces nations au sens sociologique et historique n'est pas honorée. La diversité culturelle qui fait partie intégrante de la santé humaine a été éclipsée dans notre pays par un multiculturalisme à l'extrême qui efface les nations socio-historiques. La pensée mondialiste qui a en horreur la nation est le catalyste de cette érosion. Nous devons reconnaître que notre histoire, notre culture et les Canadiens français ne seront pas des concepts dépassés, mais des éléments essentiels qui méritent d'être préservés et honorés. Il est temps maintenant pour nous de réexaminer notre façon de refléter la réalité socio-historique du Canada. Ça nécessite une vision claire et une détermination politique pour aller au-delà des idéologies impérialistes et des politiques centralisatrices qui ont jusqu'à présent entravé une reconnaissance véritable et significative. La pérennité de notre nation dépend sur notre aptitude à nous rassembler et à lutter pour la reconnaissance qui nous revient, tout en encourageant un équilibre qui respecte et valorise toutes les facettes culturelles de notre vaste pays. Ça requiert un travail d'introspection, de compréhension et surtout des actions concrètes pour que les Canadiens de souche issus de la Nouvelle-France ne deviennent pas une nation qui est dépassée, mais plutôt un pilier pour notre société, enraciné dans notre passé, vivant dans notre présent et indispensable à notre futur. Maintenant, pour terminer, je vous invite à aller visiter notre site Internet, les Canadiens français à l'assaut du temps, au canadien-français.com. Je vous invite aussi à partager la vidéo, laissez-nous vos commentaires et inscrivez-vous, bien sûr. Et sur ce, je vous dis à très bientôt avec une prochaine vidéo sur la nation.